On se retrouve dans le temps de l'info, vous le voyez derrière moi. Oui, nous sommes plongés dans l'élection américaine, plongés là actuellement dans cette image. Nous sommes en Floride, on attend l'atterrissage de l'avion de Donald Trump qui revient en Floride pour son vote. Alors bien sûr, on va scruter ça avec beaucoup d'attention puisque chaque battement de cils maintenant compte dans cette dernière ligne droite d'une élection qui, vous le savez, est extrêmement intense, extrêmement tendue également. Et pour mieux en parler, nous sommes avec Mathieu Gallard. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, directeur d'études chez Ipsos, auteur des États-Unis au bord de la guerre civile. Pourquoi les Américains se détestent? Oui, pourquoi? On va vous poser la question. C'est aux éditions de l'Aube. Les Américains se détestent. Pour vous, c'est un fait. La question, c'est surtout pourquoi et jusqu'où ça va mener ce pays. Surtout à l'heure de cette élection qui, je le disais, est extrêmement tendue. Un mot-clé à travers votre livre, la polarisation. La polarisation du pays à travers des décennies. Mais d'abord, quand même, pardon. Ils se détestent, les Américains? Pour vous, c'est définitif? Définitif, on verra, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, la situation actuelle, c'est effectivement celle de deux blocs électoraux qui sont incarnés par ces deux partis, qui sont de plus en plus cohérents idéologiquement, de plus en plus éloignés, de plus en plus radicaux, et où effectivement, depuis une dizaine d'années, non seulement on a eu cette polarisation idéologique, mais ce qu'on appelle aussi, ce que les spécialistes appellent une polarisation affective, c'est-à-dire que vous ne prenez plus les électeurs du parti adverse pour des adversaires, et vous les considérez comme des ennemis. Et dans tous les sondages qu'on peut faire, on constate que effectivement les démocrates considèrent désormais que les républicains sont malhonnêtes, sont idiots, sont malveillants fondamentalement. Ce qu'ils veulent pour l'Amérique est vraiment mauvais. Et les républicains ont la même opinion vis-à-vis des démocrates. Vous, et on va le voir ensemble, qui retracez l'histoire de cette polarisation, on parle de niveau de tension inégalé avec cette campagne. On est dans l'excès ? Je pense, dans l'excès, écoutez, c'est pas à moi de le dire, mais effectivement, on est dans une situation où les deux candidats cherchent avant tout à mobiliser leur base électorale. Ils ont raison de le faire d'un point de vue purement stratégique. Quand on est dans une telle situation, ce qui compte, c'est la mobilisation de son camp. C'est pas les indécis, tout simplement parce que les indécis, il n'y en a quasiment pas. Les sondages pendant cette campagne ont été incroyablement plats. Moi, j'ai été sur des plateaux où on me demandait est-ce que la condamnation en justice de Trump, est-ce que la tentative d'assassinat contre Trump, est-ce que le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris, ça va vraiment changer les choses? Fondamentalement, quand on est dans une situation comme ça, non, pas tant que ça. Et là, donc, on comprenne bien, on ne parle pas d'une détestation entre candidats ou entre chapeaux à plumes, des partis républicains ou démocrates. Vous parlez de la détestation entre citoyens. C'est-à-dire que physiquement, j'ai envie de dire presque dans la rue, cette détestation, elle est maintenant dans les tripes. Oui, d'une grande partie des Américains, évidemment pas tous, il reste quand même une proportion importante des Américains qui sont plus ou moins modérés, qui considèrent qu'il faudrait que le système fonctionne davantage au compromis entre les partis, mais ceux-là, ils sont de plus en plus effectivement aspirés par ce processus de polarisation. Et on le voit effectivement, là en ce moment, on a une campagne extrêmement serrée, ce qui fait qu'à l'intérieur des familles, entre groupes d'amis, c'est extrêmement tendu. On voit, nous, dans des enquêtes qu'on peut faire, que par exemple, le nombre de mariages dans lesquels il y a une personne qui soutient un parti et l'autre un autre parti, s'est effondré au cours des dernières décennies. Il y a 30-40 ans, c'était tout à fait possible, c'était pas un sujet. On pouvait se marier avec quelqu'un d'une opinion opposée. Aujourd'hui, ça devient insupportable, qu'on soit républicain ou démocrate. Voilà, ça c'est concret. On a aperçu il y a quelques instants, on n'a plus l'image là maintenant, mais les bureaux de vote à New York qui sont ouverts. Et dans ce contexte-là, vous avez vu comme nous tous les dénonciations. On a retrouvé l'image, regardez. Elle est en route, la démocratie. Mais c'est ce que remet en question Donald Trump. Il dit qu'elle déraille, cette démocratie. Il dit déjà que l'élection allait voler, en gros, et que la tricherie des démocrates n'est plus à prouver. Il le dit, et ses électeurs aussi, regardez. Notre pays est un pays malhonnête, c'est un pays tordu, et nous allons le redresser. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on ne veut pas de carte d'électeur, c'est pour tricher. Il n'y a pas d'autre raison, et ils trichent. Les démocrates sont des tricheurs. Ils trichent. Trump 2024. Ils ont triché. Ajoutez à ces mots la Maison-Blanche qui se barricade, les magasins de Washington qui se barricadent, la garde nationale qui se prépare dans 20 États à envoyer des hommes jusqu'à la capitale, des forces de sécurité supplémentaires qui sont prévues encore. Je vais vous poser la question que tout le monde se pose ou presque. Est-ce que les conditions d'un nouveau Capitole sont réunies selon vous ?
Je pense qu'elles le sont un peu moins qu'en 2020 précisément parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Déjà, vous n'avez plus Donald Trump à la Maison-Blanche, mais vous avez Joe Biden qui probablement, s'il devait y avoir des événements semblables, que ce soit à Washington ou dans d'autres villes, aurait une réaction peut-être un peu plus forte et un peu plus rapide que Donald Trump. Mais certains disent il a eu 4 ans pour se préparer cette fois, Donald Trump, à la contestation. Oui, mais on voit bien aussi que les personnes qui gèrent les opérations électorales se sont aussi préparées. C'est extrêmement inquiétant, mais vous avez eu des reportages dans des bureaux de vote, dans des centres de dépouillement qui désormais sont encerclés de ceintures de barbelés avec des drones, des snipers. C'est effectivement inquiétant, mais quelque part, au moins les choses sont préparées, cette possibilité elle a été prise en compte. Et puis un dernier point qu'on peut voir, c'est que l'attaque contre le Capitole le 6 janvier 2021, elle a eu des conséquences pénales. Il y a eu des personnes qui ont été condamnées à des dizaines d'années de prison. Et ça quand même, je pense que chez un certain nombre de supporters de Trump qui pourraient être tentés par ce genre d'action, peut-être qu'ils se sont dit que finalement ça n'était pas forcément un jeu. Visiblement pas tous, puisque l'un des plus ardents partisans de Donald Trump, le conspirationniste Alex Jones, a déclaré à ses abonnés nombreux qu'il était temps de se préparer aux conditions de la guerre civile. Et on l'a dit, la garde nationale se prépare quand même à des scénarios un peu rudes. Vous interrogez les États-Unis au bord de la guerre civile. On est au bord avec un peu de marge, on est au bord prêt à tomber dans la guerre civile si vraiment le scrutin se déroule mal dans les prochaines heures. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est au bord avec un peu de marge, qu'on n'en est quand même pas là aujourd'hui aux États-Unis, dans un scénario littéralement de guerre civile où les États-Unis seraient déchirés de manière militaire violente. En revanche, effectivement, si ce processus de radicalisation, si ce processus de discours de plus en plus enflammé des deux camps, quand même, le camp républicain est un peu plus loin dans cette dynamique. Si tout ça se poursuit au cours des prochaines années, là, plus rien n'est à exclure. Mais je suis quand même relativement optimiste sur ce qu'il va se passer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de violence localisée, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des problèmes réels, mais un scénario de guerre civile, littéralement, ça, j'y crois moyennement. Est-ce que vous avez vu cette tribune de Georges Ayache ? Il est l'auteur, entre autres, d'une étude détaillée de l'élection présidentielle de 1960 entre Nixon et Kennedy, qui dit dans le Figaro, la presse n'étant rien objective sur Trump en évoquant une catastrophe assurée. Vous êtes d'accord avec ça ? Trump au pouvoir, c'est pas forcément la catastrophe assurée ? On verra bien. Ce qui est certain, c'est que le Trump qui est arrivé au pouvoir en 2017 aux États-Unis, ça n'est pas le même que celui actuellement, tout simplement parce qu'à l'époque, il n'était pas du tout préparé. On le sait, à l'intérieur de l'équipe de campagne de Trump lui-même, il ne pensait pas du tout qu'ils allaient remporter l'élection présidentielle. Pour eux, la nuit électorale, ça a été une divine surprise. Là, on est dans un contexte, là aussi, assez différent. Si Trump est élu, en revanche, il arrive avec derrière lui des conseillers qui sont vraiment préparés et sans doute potentiellement effectivement une action qui sera beaucoup plus radicale, que ça soit du point de vue international, du point de vue en interne, du rapport à la démocratie. Parce que vous parlez dans votre livre d'un think tank très influent auprès de Trump et qui s'est préparé pendant 4 ans justement, c'est l'Heritage Foundation, qui veut un exécutif unitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est-à-dire que là, on change tous les hauts fonctionnaires, on met que des hommes à soi. Partout. Exactement. En fait, aux États-Unis, il y a tout ce système de contre-pouvoir qui fait que le président a un certain nombre de pouvoirs effectivement qui sont importants. Il a un certain contrôle sur beaucoup d'institutions fédérales, mais pas du tout un contrôle total. Et là, l'idée, ça serait qu'effectivement le président de la République, le président américain, puisse totalement changer, mettre des hommes à sa main véritablement sur tous les organes du pouvoir exécutif, ce qui n'est pas le cas actuellement aux États-Unis. Donc vous interrogez, vous racontez, vous plongez dans l'histoire de cette polarisation que l'on vit là en direct américaine. Claire, vous avez une question sur cette polarisation ? Oui, on dit souvent que c'est l'économie qui fait l'élection aux États-Unis. Il y a évidemment eu l'inflation, etc. Vous parlez de polarisation affective. Est-ce que ça a joué ? Est-ce que ça peut être un facteur déterminant pour voter Trump ou Harris cette fois-ci ? En fait, c'est quand même assez compliqué de dire ça va jouer sur l'économie, ça va jouer sur les questions identitaires. C'est sûr que les questions identitaires, elles accentuent considérablement la polarisation. Parce que quand vous êtes sur des questions d'identité, vous ne faites pas de compromis quelque part. Et c'est vrai aussi bien du côté républicain, conservateur, que chez les progressistes à gauche. En revanche, les enjeux économiques, ils jouent quand même un rôle extrêmement important dans cette campagne. Ils motivent une partie de la base électorale de Donald Trump, qui est extrêmement mécontente de la situation économique. Et ils ont un rôle aussi pour un certain nombre d'électeurs républicains modérés, qui eux ne sont vraiment pas enthousiastes vis-à-vis de la personnalité de Trump, vis-à-vis de son style politique. Mais en revanche, je constate que pendant son premier mandat, il a mis en place des baisses d'impôts massives
représentatif pour les classes moyennes supérieures et en fait pour les classes aisées. Et finalement, il a rempli le deal. Donc ça explique pourquoi, ce qui nous étonne un peu, ces électeurs républicains modérés vont probablement revoter pour Donald Trump. En fait, c'est assez rationnel de leur point de vue. Vous dites dans votre livre qu'avant les années 60, déjà le vote était fondamentalement lié à des enjeux identitaires. Donc c'est profond dans ce pays. Vous avez une question, Hidalgo, sur les sondages? Oui, votre métier c'est sondeur en France, Ipsos. Est-ce que vous avez un peu de compassion aujourd'hui pour vos collègues américains qui se prennent la tête et qui ne sont incapables de dire réellement quel sera le score vu la marge d'erreur extrêmement étroite? Il y a eu des progrès depuis 2016. Je voyais en 2016 que Clinton était donnée gagnante de plus de 4 points dans 3 États clés: Pennsylvanie, Caroline du Nord, Wisconsin, et finalement elle a perdu dans les 3. Ça, c'était un choc pour les sondeurs américains. Est-ce que depuis, le maillage s'est affiné ou pas, les questions, la méthode? Effectivement, il y a eu des modifications. Et nous, voilà, Ipsos, on a des bureaux aux États-Unis, des collègues aux États-Unis qui travaillent là-dessus. Effectivement, on a fait des progrès. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, par exemple, en 2016, que les échantillons n'étaient pas représentatifs sur la question du niveau de diplôme. Or, cette question, auparavant, elle ne structurait pas le vote. Vous pouviez avoir un haut ou un bas niveau de diplôme, et fondamentalement, ça n'expliquait pas pourquoi vous votiez républicain ou démocrate. Désormais, on prend ça en compte. On prend aussi en compte désormais le vote. On fait en sorte que nos échantillons soient représentatifs politiquement de la population. C'est-à-dire que, comme en France, on le fait depuis des décennies, on demande aux électeurs qu'on interroge pour qui ils ont voté lors de la dernière élection présidentielle, et on fait en sorte que notre échantillon soit représentatif, ce qui permet d'éviter que, par exemple, des électeurs anti-système qui refuseraient de répondre aux sondages parce que les sondages font partie du système, et ces électeurs, ils sont quand même très nettement en faveur de Trump, échappent totalement à nos enquêtes. Donc il y a eu des progrès qui ont été faits, ce qui n'empêche pas effectivement qu'aujourd'hui, de toute façon, quand on est dans une situation où on a 2 blocs qui sont face et qui sont totalement équilibrés, les sondages ne permettent pas de dire s'il y a un favori, ce qui est très différent d'il y a 4 ans où, à cette même place, je vous aurais dit que Joe Biden était le favori. Alors justement, les sondages nous promettent une élection extrêmement serrée. Il y a une thèse aux États-Unis qui dit aussi que c'est tellement polarisé, il y a tellement ce parfum de guerre civile dans le pays que les sondeurs ne prennent aucun risque et qu'en fait, ils ajustent leurs résultats pour être à peu près comme celui du voisin et ne pas trop se démarquer en annonçant des scores très différents. Ça peut jouer ? Écoute, alors déjà, il y a un premier point qui est important, c'est qu'on dit que cette élection, elle est très incertaine, ce qui ne veut pas dire qu'au final, elle va être extrêmement serrée. Elle sera relativement serrée, mais je veux dire, quand on dit que c'est du 50-50, et si au final c'est du 51, du 52%, c'est dans la marge d'erreur, fondamentalement, je pense que les marge d'erreur, n'auront pas, au moins 3 points déjà. Voilà, n'auront pas tort. Mais si c'est du 52-48 pour l'un ou l'autre candidat, ça ne sera pas si serré que ça. Donc voilà, c'est un premier point. Après, effectivement, il y a cette idée que les sondeurs ajusteraient leurs résultats. C'est un grégaire. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ne l'auraient pas fait en 2020 sincèrement, il y avait déjà eu cette erreur en 2016. Donc moi, non, enfin, c'est pas ce qui est fait. Clairement, en tout cas, chez nous, à Ipsos, les résultats qu'on donne, ce sont les résultats qu'on obtient suite à un certain nombre de procédures statistiques. D'ailleurs, nous, au niveau national, on donne Harris légèrement en avance quand même. Donc voilà, non, c'est pas ce qu'on fait. On va bien voir en revanche ce que ça donne demain. Alors je reviens à l'histoire de cette polarisation, les années 90. Vous écrivez que les partis s'éloignent, 2 camps qui se rêvent, qui se repoussent, et vous parlez même de guerre de tranchées partisanes. Mais qui se radicalise le plus? Je vais lever le voile tout de suite, les Républicains. Pourquoi les Républicains plus que les démocrates? Ça, c'est une bonne question. Les Républicains, effectivement, comme les démocrates d'ailleurs, jusqu'aux années 60, c'est des partis qui sont extrêmement modérés, extrêmement hétérogènes. Mais c'est vrai qu'à partir des années 60, le Parti démocrate au niveau national, il met en place une politique qui vise à donner les droits civiques aux Afro-Américains, notamment dans le Sud. Or, dans le Sud, il y avait beaucoup d'électeurs qui votaient démocrates depuis des décennies. Cela part en masse chez les Républicains. Mais c'était un électorat ultra-conservateur, raciste en fait, en faveur de la ségrégation raciale. Donc ça fait qu'immédiatement, le Parti républicain se déporte déjà nettement plus à droite par rapport au déport vers la gauche du Parti démocrate. Et puis, en fait, ce processus, ensuite, il est alimenté considérablement par pas mal d'éléments qui sont liés au système politique américain. Le système des primaires, déjà, quand on sélectionne un candidat, c'est systématiquement par des primaires. Ça fait que les bases électorales sont souvent plus radicales, celles qui vont voter aux primaires. Le système de financement des partis, quand on dépend du financement des partis, on dépend
du financement de grandes entreprises, de riches donateurs qui ont souvent des intérêts assez radicaux. Et puis surtout, dans les années 90, vous avez une grande nouveauté qu'on oublie un peu vu de France, qui est la naissance de chaînes de télévision très partisanes aux États-Unis. C'est Fox News à droite, c'est aussi CNN, MSNBC à gauche, mais Fox News a un poids extrêmement important et joue un rôle très très fort dans cette polarisation qui est plus forte chez les républicains, il faut le dire. Alors c'est un peu la question de l'œuf et de la poule, mais est-ce que Trump a accéléré en lui-même la situation, ou est-ce que parce que la société s'est polarisée et gravement, Trump a pu accéder aux plus hautes fonctions? Les deux. Trump n'aurait pas pu être ni le candidat du Parti républicain, ni être élu président des États-Unis en 2016 s'il n'y avait pas eu une polarisation rapide des États-Unis et notamment du camp républicain. C'est extrêmement clair que 20 ans auparavant, il aurait été un candidat très très marginal s'il avait eu ce positionnement. Mais en même temps, Trump, depuis son irruption sur la scène politique aux États-Unis en 2015, clairement, c'est un formidable accélérateur de cette polarisation politique et de cette radicalisation des deux partis. Après, il faut bien comprendre une chose quand on vous suit un peu, même au-delà de la lecture de votre livre, c'est qu'il n'y a pas 50% des Américains qui adorent Trump. C'est plus compliqué que ça. C'est considérablement plus compliqué. Au sein du Parti républicain, vous avez 3 blocs globalement. Vous avez un bloc effectivement de Trumpistes fanatiques, on peut le dire, il y a un côté quasiment sectaire, qui sont totalement d'accord avec lui sur le côté anti-système, sur le côté vraiment anti-immigration, sur sa rhétorique inflammable. Mais vous avez aussi 2 blocs d'électeurs qui ont un rapport plus rationnel à Donald Trump. Vous avez tout d'abord les chrétiens évangéliques qui sont extrêmement conservateurs, qui n'aiment pas Trump. Trump, sa personnalité, sa vie privée, c'est pas un parangon de vertu, mais qui en revanche constate que dans son premier mandat, il a nommé des juges conservateurs à la Cour suprême, ce qui a permis de revenir sur le droit à l'avortement au niveau fédéral. Donc ils voteront pour Trump de manière rationnelle. Et tout à l'heure, on parlait des électeurs républicains modérés. C'est la même chose. Ils votent de manière rationnelle pour Trump, mais sur des enjeux économiques. Alors vous dites également que la polarisation, elle n'est pas totale. Mais là, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est de se dire, très bien, du coup, on n'est pas dans la situation la plus extrême. À moitié vide, c'est de se dire que donc, ça peut encore s'aggraver à l'avenir, et ça, oui, c'est ce que vous écrivez. Oui, tout à fait. En fait, il y a encore aujourd'hui à peu près 40% des Américains qui disent qu'ils sont idéologiquement modérés. Alors, ils peuvent être plus ou moins proches d'un des deux partis. Néanmoins, il y a très peu d'Américains qui vraiment ne ressentent aucun lien avec un des deux partis. Ça, c'est un facteur de polarisation. Mais quand même, ces 40% d'Américains, ils voudraient une vie politique beaucoup plus apaisée, beaucoup plus de compromis entre les partis. Mais la difficulté, c'est que de plus en plus, et c'est ça le processus de polarisation, ils se retrouvent quand même aspirés soit par les démocrates les plus radicaux, soit par les républicains les plus radicaux. Tout simplement parce que si vous êtes un modéré démocrate, un démocrate modéré, mettons, vous n'avez pas tellement le choix. Il faut voter pour le Parti démocrate, quel qu'il soit, quel que soit son candidat, parce qu'en face, vous avez Donald Trump qui vous fait considérablement plus peur. Et c'est pareil dans l'autre sens. J'ai regardé un peu dans vos archives. Kamala Harris était parvenue à enthousiasmer à nouveau l'électorat en août. C'est ce que vous disiez. Vous avez une question sur Kamala Harris ? Oui, finalement, le fait qu'elle soit une femme, est-ce que c'est pas une grande partie de son handicap ? C'est très très compliqué à prendre en compte. C'est certain que ça a joué, alors très très à la marge, mais ça a joué dans la défaite d'Hillary Clinton en 2016. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'électeurs démocrates qui étaient plutôt conservateurs sur les enjeux, par exemple liés au féminisme, sur les enjeux aussi liés à l'immigration, mais qui auparavant votaient pour les enjeux économiques. C'était ça qui dictait leur vote. En 2016, ils se sont mis à basculer et à voter sur des enjeux plutôt culturels, sociétaux. Et ça, c'est vrai que ça reste un problème pour Kamala Harris, mais en fait, c'était aussi des électeurs très âgés en moyenne, et le simple renouvellement générationnel fait que malgré tout, dans les jeunes générations, il y a beaucoup moins ce côté éventuellement de rejet ou de méfiance vis-à-vis d'une femme présidente. Ça peut jouer un rôle, mais sincèrement, si ça joue à quelques milliers de voix dans un ou deux swing states, qu'est-ce qui aura été décisif ? De toute façon, on sera absolument incapable de le dire. Et une question également sur le rôle de l'ingérence étrangère ces dernières années dans cette polarisation. On apprend ces dernières heures, c'est pas rien, c'est une alerte qui est sonnée par le renseignement national américain, la police fédérale, l'Agence nationale de la cybersécurité, communiqué commun pour dire ingérence russe importante, avec notamment même des vidéos, notamment en Arizona, dénonçant des fraudes et des tricheries. Et donc tout ça serait en fait de la main de la Russie. Dans quelle mesure les pays extérieurs, Chine, Iran et Russie surtout, ont joué dans la polarisation de ce pays? Alors, je ne suis pas sûr que le rôle soit vraiment massif, mais ça joue quand même un rôle important dans le sens où, effectivement, quand vous diffusez des fake news à grande échelle, vous jouez un rôle dans le sens où vous radicalisez effectivement les bases électorales des partis. Quand des fake news russes disent qu'il y a effectivement des fraudes massives, ça fait que les électeurs républicains sont de plus en plus derrière leur candidat qui, lui, finalement, est celui qui défend la démocratie. Et au contraire, évidemment, ça radicalise les électeurs démocrates qui considèrent que c'est
sans doute à raison d'ailleurs, que c'est absolument scandaleux que des puissances étrangères essayent d'interférer dans les élections. Je ne suis pas certain que ça ait un effet électoral direct, mais un effet dans cette radicalisation de la vie politique américaine, oui. Merci Mathieu Gallard. Les États-Unis au bord de la guerre civile, point d'interrogation, je précise. Merci d'être venu avec nous dans cette dernière ligne droite. Dernière ligne droite que vous vivez avec nous en direct sur LCI. Vous avez en tête les images là qu'on voyait. On attend l'avion de Donald Trump qui revient en Floride pour voter. Et ce soir, on attend à 18h le début de la soirée spéciale de LCI. Tout suivre, les images, les déclarations, les résultats avec nos équipes sur le terrain.